I like to get to know you better. Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Allez, salut les filles! Non, c'est pas Jo Kangourou. Pendant qu'il se la coule douce à Venise, figurez-vous que c'est avec une joie non dissimulée que j'assure l'intérim de cette émission dont il m'a confié les clés. Ce soir, ce sera culture savante ou culture populaire. Mais oui, chers auditeurs du 94 MHz, si vous saviez comme ça me fait plaisir de prononcer ces mots. Chers auditeurs du 94 MHz, ce sera donc là la thématique de notre émission du jour. Et de suite, on sent que le niveau monte, non ? À l'heure où Homer est adapté en rap et à grand renfort de jets de paillettes sur les planches du Sorano, culture savante ou culture populaire. À l'heure où l'orchestre du Capitole joue la musique d'Harry Potter, culture savante ou culture populaire. À l'heure où les magazines underground ou les fanzines underground des années 80 se voient republiés dans de belles anthologies, la question se pose. La question se pose aussi, ironie du sort, à l'heure où un académicien passe l'arme à gauche la veille du décès de notre grande star nationale. Mais je m'arrête là, il paraît qu'il faut pas dire de mal. C'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. Le premier qu'il fait, je lui rentre dedans. À peine si j'irai à leur enterrement. Il m'en reste qu'une, mais je leur garde une dent. Ils ont tout jeté dans le déménagement. Tous mes vieux vinyles en ménagement. En disant mon grand, tu n'as plus 20 ans. Je leur causerai plus et jamais je mens. Laura. Et mon héritage, je crois pas qu'elle l'aura. Elle aime pas le rock, préfère berbère. Elle doit être la touffe, je m'y connais pas. Ça a commencé, elle m'a dit papa, ton rocker de cœur, tu l'as vu 1000 fois. Y a pas que ça, lis ce bouquin là. Tu vires au ringard, va à l'opéra. Amis. C'était des jalouses qu'ils aimaient Eddie. J'avais passé l'éponge mais c'est vendredi. Il m'avait invité à bronzer dans le midi. Ouais, que cette grosse conne lui dit ce que je dis. Elle a lavé le t-shirt, celui où j'en ai. En 78 avec vomé. Elle me dit ouais, c'est pas grave, il était pas joli.
où je me rassure, c'est qu'à la télé, il y avait des savants, des intellectuels qui disent malgré tu es-tu ce que je sais. Je n'ai jamais rien vu d'aussi vrai. Il y en a lu des livres et des films compliqués, des académiciens nippés en livrée qui disent que c'est charmant, joli, any day. C'est bien que ce que j'ai dit. Elle voulait pas me faire ça. Vous dire, chers auditeurs, qu'avant de me laisser les clés de la maison, Jo Kangourou, qui n'en est pas à sa près, m'a interdit de parler de vous savez qui vient de nous quitter. Et c'était donc une sorte de spéciale dédicace pour démarrer cette émission, qui est une émission un peu particulière puisque tous les invités sont absents ce soir. Ils seront présents en son puisque on les entendra au cours d'interviews que je suis allée faire. Heureusement, Jean-Pierre Lérac est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Qu'est-ce que t'en as pensé du L'Antoine là qu'on vient d'entendre ? Ouais, moi j'aime beaucoup ce chanteur et puis là c'est vrai que c'était cette chanson, il fallait pas le manquer. Bravo, c'était une belle intro là. Ça s'imposait. On passe tout de suite, comme je disais en introduction, avec ce qui se passe au Sorano ce soir. Caramel Mou a démarré sa saison en septembre en direct du Sorano à l'occasion du départ de Manu Gallure, parti en tournée à pied et avec son piano sur le dos de Toulouse au début de l'année. On y revient aujourd'hui pour un événement d'un autre genre, la seconde partie des adaptations théâtrales des textes d'Homère par Pauline Bale. Suite au processus engagé en 2015 avec l'Iliade, récit de la guerre de Troie, c'est l'Odyssée qui est jouée en ce moment, c'est-à-dire depuis mardi et jusqu'à samedi par le collectif Tire-d'Aile par la compagnie Tire-d'Aile. Pour nous en parler, c'est Isabelle Antoine, assistante à la mise en scène, et Yann Tassin, comédien membre du collectif, que je suis allée rencontrer cet après-midi dans les loges du Sorano, et c'est eux qui nous en parlent tout de suite. Yann et Isabelle, bonjour. On va démarrer déjà en vous présentant. Isabelle, tu es assistante mise en scène, ça consiste en quoi ? Eh bien, ça peut être très différent selon les projets, mais là, en fait, j'ai rejoint l'aventure d'Odyssée il y a à peu près 1 an, peut-être un tout petit peu moins. Donc, j'ai travaillé avec Pauline Bale, la metteur en scène de ces 2 spectacles d'Iliade et d'Odyssée. D'abord en amont des répétitions pour aider au travail d'adaptation, préparer la dramaturgie du spectacle, et puis voilà, imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec les comédiens, en lumière, en scénographie, voilà, la préparation du spectacle. Et puis après, j'ai assisté au travail de répétition et fait un travail vraiment d'assistanat pour Pauline. Le temps de préparation, est-ce qu'il est long sur un spectacle comme ça ? Ça représente combien en fait ? Alors le temps de préparation, pour Pauline, il a été extrêmement long puisqu'elle est donc l'adaptatrice d'Iliade et d'Odyssée, donc elle a vraiment fait un travail d'écriture très très pointu et très précis. C'est pas juste, elle a pas juste pris le texte d'Homère et balancé comme ça sur scène. Donc elle a eu un travail d'écriture très très long. Et sinon, la préparation du spectacle en tant que tel, je sais pas, 6 mois. Si on parle vraiment de la préparation des répétitions, je dirais ça à peu près.
Yann, toi tu es comédien. Tu joues quel rôle sur ce spectacle ? Alors, on en joue tous beaucoup, et moi y compris. Sur Iliade ou sur Odyssée, parce qu'on en joue 2 spectacles. Alors, je joue Ulysse, Hélène, Priam, Patrocle et Poséidon dans Iliade, et dans Odyssée, je joue Ulysse à nouveau, Hélène à nouveau, Eumée, un compagnon d'Ulysse, Circé, et qu'est-ce que... Voilà, je dois faire... Un prétendant aussi, et voilà, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, voilà. Je crois qu'il y a une quinzaine de rôles répartis entre 5 comédiens sur cette pièce. Ouais, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Qu'est-ce que ça implique dans le jeu de passer d'un personnage à l'autre ? Ça implique de la confiance, d'être convaincu de ce qu'on joue quand on le joue, de pas douter, de pas se poser trop de questions par rapport à ce que les gens vont comprendre. Ça implique de la souplesse aussi, de la plasticité, de la souplesse d'interprète, mais comme en musique, quoi, de passer vite d'une chose à l'autre, mais ça c'est quelque chose qui se travaille tranquillement, un peu comme des gammes, quoi. Donc voilà, ça implique un peu de patience, un peu de travail, et puis Par la répétition ? Par la répétition, ouais. Enfin, je crois, en tout cas pour moi, c'est surtout la répétition, parce qu'ensuite, ce qui nous apparaît d'abord comme des lignes un peu rompues, des choses interrompues, des parcours brisés d'un personnage et puis de l'autre, devient finalement une seule partition. Au bout d'un certain temps de répétition, on sait qu'on joue 5 rôles, mais finalement, la ligne commune, c'est nous-mêmes, quoi. Donc ça nous apparaît plus comme quelque chose en rupture, plutôt comme quelque chose de continu, quoi. L'Odyssée, c'est un texte qu'on connaît, ne serait-ce que parce qu'on l'a à peu près tous étudié en classe de français en 6e, plus ou moins. Enfin, il y a longtemps, mais on va quand même rappeler l'intrigue rapidement. C'est un récit en 3 parties. C'est le retour d'Ulysse chez lui, en fait. Est-ce que vous pouvez développer ? Je sais pas qui. Vas-y. Oui, effectivement, c'est en 3 parties. Ça commence... moi je le savais pas, par exemple, avant de lire la version intégrale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'Odyssée, ça commence à Ithaque, en l'absence d'Ulysse, avec Télémaque, son fils, qui l'attend, Pénélope, qui l'attend aussi, la nourrice, et puis son porcher, les prétendants qui assiègent Pénélope et tout ça. Télémaque s'en va pour aller chercher des nouvelles de son père auprès d'anciens héros qui ont connu Ulysse, qui ont fait la guerre à ses côtés. Et puis ensuite on retrouve Ulysse qui vient d'arriver chez les Phéaciens. Donc en fait c'est une construction qui est... On le sait pas forcément, parce que c'est dans les adaptations c'est pas vraiment retranscrit, mais c'est construit de manière très imbriqué chronologiquement, c'est pas linéaire. On retrouve d'abord Ulysse, mais en fait ça fait déjà 9 ans, quelque chose comme ça, que la guerre a eu lieu, et qu'il a du mal à rentrer chez lui depuis 9 ans. Il arrive chez des gens qui lui demandent de raconter son histoire, donc il raconte les 9 ans qu'il a passé, donc tout d'un coup on passe à la première personne, il dit j'ai vécu ça, et puis on se retrouve à nouveau chez ces gens, et ces gens le ramènent chez lui, et là on a une 3e partie où il pose pied à Ithaque, il rentre chez lui, il retrouve son fils, mais Athéna lui conseille de ne pas se découvrir tout de suite parce que les prétendants sont dans sa maison, et s'il arrive comme ça la bouche en cœur, il va se faire massacrer. Donc elle le déguise, elle lui donne l'apparence d'un mendiant, il retrouve Pénélope, et il prend le temps, c'est long, il arrive chez lui, il se découvre pas, il regarde comment ces gens vivent chez lui, mangent sa viande, boivent son vin, etc. Et il finit aidé par Athéna par massacrer tout le monde, avec son fils et les serviteurs qui lui sont restés fidèles. Ensuite, il punit les servantes qui ont été infidèles, il purifie tout ça, il retrouve sa femme, et voilà, quoi. Voilà l'histoire. Je disais tout à l'heure qu'on l'a étudié, qu'on l'a lu en 6e. En fait, c'est un des textes fondateurs de la littérature et même de la culture occidentale. En tant que jeune compagnie, que jeune comédien, comment on aborde un texte aussi important ? Est-ce que c'est impressionnant ? Pour moi, impressionnant, non, parce que je sais pas, je le perçois pas comme ça. Moi, en fait, j'ai eu plutôt un peu peur de m'ennuyer,
Je pense que j'ai une culture un peu peut-être où je me dis ce qui est très ancien, c'est pas forcément très accessible. Même si je suis passionné par la mythologie grecque depuis que je suis petit. Quand on lit l'Iliade et quand on lit l'Odyssée, c'est plus facile à lire, mais l'Iliade, c'est quand même très répétitif, il faut s'accrocher. Moi, j'ai vraiment eu besoin de m'accrocher. J'avais beau savoir que j'allais jouer le spectacle. Et je suis pas du tout un feignant, mais il a quand même vraiment fallu que je m'accroche parce que c'est dense et difficile. Voilà, après, une fois qu'on a... Pauline, la metteur en scène, nous a vraiment encouragés à travailler par rapport à son adaptation, par rapport au choix qu'elle faisait, elle. Donc finalement, ça enlève aussi beaucoup de pression à partir du moment où on accepte que, comme souvent, l'objet théâtral qu'on va faire, ce n'est pas le texte. Donc on est déjà ailleurs. Donc quelque part la pression disparaît si on le veut bien parce qu'on crée quelque chose de nouveau à partir d'une histoire qui nous touche et qui a particulièrement touché Pauline puisqu'elle a décidé d'en faire un spectacle. Et après moi en tant qu'acteur, j'essaye de recréer ça, mais j'ai senti dans le travail que dès que j'essayais d'être trop fidèle, parce que moi je suis très comme ça, trop fidèle aux enjeux que moi je percevais dans Homère, à des choses précises qui en fait ne se retrouvent pas dans l'adaptation, je faisais fausse route. Il s'agissait vraiment de retranscrire quelque chose qui était en lien avec l'adaptation, parce que sinon je jouais quelque chose auquel les spectateurs n'avaient pas accès. Puisque ce à quoi ils ont accès, c'est uniquement le texte qu'on leur propose, la mise en scène qu'on leur propose, notre présence à nous. Et donc il ne s'agissait pas de tout prendre en charge. Enfin, on n'allait pas prendre les 3 millénaires qui nous séparent d'Homère en charge et essayer de reproduire et de reconstruire ça à partir de nous-mêmes. Et ça, Pauline, c'est par là qu'elle nous a amenés. Donc ça aide à décharger un peu de pression, je pense. Et ouais, je voulais juste te dire, par rapport à ce que tu disais du fait de créer un objet nouveau qui est l'adaptation de Pauline et l'objet scénique qu'on en a fait, il y a quand même une phase dans le travail que moi j'ai trouvée très fondatrice et très très importante. C'est que le tout début du travail, en fait, c'était un laboratoire d'improvisation et de recherche sur Homère, vraiment sur le texte de départ. Il n'était pas encore question de l'adaptation de Pauline et comment les 5 acteurs allaient voyager vraiment dans toute l'Odyssée, et je crois que vous avez fait la même chose sur Iliade, avec la multitude de personnages, de situations, mais de manière quand même à ce que le texte d'Homère devienne quelque chose de très concret et de très réel, pour que ensuite les acteurs puissent plonger dans l'adaptation de Pauline, mais nourris de toutes ces traces-là d'Homère, qui sont quand même, du coup, il en reste forcément, c'est l'adaptation de Pauline, mais il y a eu tout ce travail-là aussi vraiment sur le texte dans son intégralité. Sachant que le texte d'Homère, au départ, il est attribué à Homère, il me semble. C'est une longue filiation de gens qui ont récité, qui ont transmis ce texte-là, et finalement, la pièce peut aussi, on peut aussi imaginer que ça s'inscrit dans ces déformations successives qu'ont suivi le texte. L'adaptation de Pauline ? Oui, comme si chaque adaptation devient une couche, devient elle-même un objet et quelque chose qui du coup se rajoute à tout un passé qu'on peut avoir avec ce texte. Oui, tout à fait, oui, parce que effectivement, de toute façon, au départ, c'est pas un texte écrit, c'est un texte qui était dit par les Aèdes. C'est un texte qui s'est fait de manière tout à fait orale. C'est très très tard dans l'histoire que c'est devenu véritablement un objet littéraire, un objet d'étude, mais il y a toute cette tradition évidemment de l'oralité et de toutes les adaptations qui ont déjà été faites, c'est vraiment un mythe. Donc comme tous les mythes, on s'en est toujours emparé de différentes manières et ouais. Je me suis perdue, mais je vais retrouver. Vous allez donc l'Iliade, ça a été créé il y a 2 ans, il me semble. Odyssée, c'est tout récent, ça date d'octobre. Il y a très peu de temps entre ces deux créations. Je sais pas si pour du théâtre c'est court. Moi, ça me semble assez court. Ça veut dire que vous aviez prévu dès le départ de travailler les 2 pièces, que vous les avez travaillées en même temps, ou comment ça s'est passé ? En fait, non. Pauline, quand elle a commencé à vouloir monter l'Iliade, elle n'avait pas pour projet de monter Odyssée. Aussi parce qu'on était dans une économie très fragile. On a commencé avec on n'avait pas d'argent. On était programmé. On savait qu'on pouvait jouer Iliade à Paris pendant 2 mois dans un théâtre qui nous programmait, mais ensuite l'avenir était incertain. Et puis, au bout de quelques semaines à Paris, on s'est rendu compte que ça marchait.
Et à la fin de l'exploitation, donc 3 mois plus tard, 3 mois après la première, Pauline nous a dit, je me souviens c'était le jour de la dernière, nous a dit voilà, je voudrais monter Odyssée, je voudrais monter la suite, je voudrais que ce soit vous qui jouiez, qui m'accompagniez dans cette suite, et voici mon calendrier idéal. La saison prochaine, on fait une tournée d'Iliade, ensuite à la fin de la saison, on fait un premier laboratoire, et on crée Iliade à l'automne 2017. Mais c'est un rêve à suivre. Et il s'avère que le calendrier idéal s'est réalisé. Donc effectivement, c'est assez court. Et la preuve, c'est que quand on se fait un calendrier idéal, évidemment, on prend des délais un peu courts parce qu'on se dit que si on a un peu de retard, c'est pas grave. Donc le fait que ça a été réalisé dans ce délai-là, ça raconte effectivement ça, que ça a été assez vite. Mais il y a quelque chose qui a été assez vite dans l'impact que ça a eu sur le public et sur le milieu professionnel de Iliade surtout. Et ensuite, la suite a un peu découlé de ça, je crois. Il y a quelque chose qui a fonctionné avec Iliade et du coup, c'est ça qui a permis à Pauline de construire le projet d'après dessus. C'est pour ça aussi que c'est en lien, je crois. Iliade, ça a été joué l'an dernier au Sorano. Oui. Vous revenez ici avec Odyssée cette année. Et demain, vous allez jouer les deux l'un à la suite de l'autre. Est-ce que vous l'avez déjà fait ailleurs ? Oui, on l'a déjà fait ailleurs, pas beaucoup, mais on l'a fait à Grenoble où on a créé l'Odyssée. En fait, la création, la première d'Odyssée, était dans le cadre d'une intégrale. On a rejoué Iliade 2 jours, qu'on avait déjà joué beaucoup, et ensuite le 3e jour, on a joué Iliade et ensuite la première d'Odyssée. Donc on était quand même toujours dans cette dynamique du diptyque. Mm-hmm. Et ensuite, on a joué une semaine Odyssée uniquement, et ensuite on a fini l'exploitation de Grenoble par une intégrale avec 2 spectacles. Et ensuite, on l'a rejoué à nouveau 3 fois. Donc ça sera notre 6e intégrale. Donc on l'a déjà fait, c'est très intéressant de confronter ces 2 spectacles qui n'ont pas le même âge. En termes de aussi, si on considère que... Moi, j'en viens un peu à considérer que une représentation, c'est 1 an pour un spectacle, et que du coup l'Odyssée a 21 ans et que l'Iliade en a 144, donc il y a un ancien et un plus jeune, quoi, mais en fait ils s'aident bien tous les deux, et puis comme on commence par celui qui a plus de bouteilles, l'autre est soutenu et nourri par celui d'avant, donc je crois que moi l'écart est pas si grand que ça finalement quand on joue les deux à la suite. Ils se nourrissent l'un l'autre, ils se soutiennent, ils sont ensemble. L'Iliade, c'était la guerre. Odyssée, c'est le retour à la maison. On a souvent, quand on a des textes classiques ou des mythes qui sont revisités comme ça, on a tendance à dire de manière peut-être un peu systématique qu'il y a encore une grande part d'actualité, que ces textes continuent à parler dans le monde d'aujourd'hui. C'est sans doute parce qu'ils sont intemporels, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les connaît encore. Est-ce que vous pourriez dire la même chose, si c'était pas un cliché bien sûr? J'ai très mal formulé cette question. Est-ce que vous pourriez dire la même chose de Odyssée? Je sais pas si vous voulez répondre. Ouais, oui, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui saute aux yeux, je crois, qui saute un peu, même au cœur, on pourrait dire, dans Odyssée, et que Pauline a... C'est une dimension qu'on connaît peu, qui est pas vraiment reprise dans la plupart des adaptations que moi j'ai vues, mais qui est très importante, c'est le rapport à l'étranger, et le rapport au démuni, à celui qui se présente à notre porte et qui dit j'ai les mains vides, j'ai des haillons, et je suis envoyé par Dieu, et aidez-moi, ou même sans que lui-même dise quoi que ce soit, les autres se sentent engagés par leur spiritualité, par leur rapport à Zeus, à l'aider, sans lui demander son nom, en lui offrant avant toute chose à manger, à coucher. Et c'est quelque chose qui est vraiment un motif de l'Odyssée, pour Ulysse notamment, mais pas que pour lui. En général, on voit aussi que les rôles s'inversent. Il y a beaucoup cette question qui traverse l'Odyssée, c'est la question de l'alternance entre les ascensions et les chutes de l'homme, le temps où on est dans l'opulence et le temps où on est dans la misère, et à quel point ça peut toucher tout le monde, tout le temps. Et Ulysse le formule régulièrement, lui-même arrive dans son propre palais en tant que mendiant, et insulté et frappé par des gens qui mangent ses biens, et il leur dit les yeux dans les yeux, vous savez, vous me donnez même pas un morceau de pain, mais méfiez-vous. Parce que moi aussi, un jour, j'ai été riche et maintenant, je suis pauvre. Et tout ça, c'est quelque chose qui, je pense,
va continuer à nous hanter la question de la différence de conditions, quelle qu'elle soit, sans parler de... Parce qu'évidemment, dans la première partie de ce que j'ai dit, j'évoque l'étranger, donc les questions, les problèmes de migration, les problèmes d'accueil, des gens qui n'ont plus rien. Qui arrivent par la mer. Voilà, qui arrivent par la mer, qui ont vécu des choses... Moi, je travaille sur une autre pièce qui n'a a priori rien à voir, mais qui est l'histoire d'un homme qui est accueilli en France par une famille, d'un migrant qui vient du Bangladesh et qui a été écrit, qui est un texte d'une auteure, et elle-même n'a pas pu s'empêcher de faire référence à Ulysse et à Pénélope, et il y a une scène de tempête où il raconte une noyade, et le lien est évident, et elle, l'Odyssée, évidemment, elle en a rien à faire que je joue l'Odyssée. Mais moi, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, tiens, il n'y a même pas à forcer, et ça hante cet aspect-là de la solitude face aux éléments, à l'exil, et oui, à la traversée des mers. Ça, c'est sûr que c'est... Et à l'ouverture de la porte. Ça vaut pour les migrants, mais ça vaut aussi pour tout le monde, tout le temps. L'ouverture à l'autre, ça c'est quelque chose c'est incroyable dans l'Odyssée, à quel point Alors ça peut passer pour quelque chose d'un peu folklorique. Ah, étranger, assieds-toi, je vais te donner à manger et à boire. Mais en fait, quand on le prend pour ce que c'est, quand on l'applique à nous-mêmes, et qu'on s'imagine soit avoir quelqu'un qui sonne à notre porte de notre petit appartement et qui dirait « j'ai faim », de dire « mais bien sûr, t'es un étranger, je ne te connais pas, je ne te demande rien, mais ta simple condition d'étranger m'engage à te donner à manger et à boire et à te faire confiance ». Et eux, en tout cas, c'est ce que nous raconte Homère, ils vivaient comme ça. Donc c'est un guide intéressant, je pense. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est une perspective intéressante, à mon avis. J'ai une dernière question qui relève du détail. L'Iliade et l'Odyssée, vous les jouez dans des spectacles qui s'appellent Iliade et Odyssée. Le petit changement, là, l'article qui saute, il est dû à quoi ? Peut-être Isabelle pourra répondre après. Moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, dans les éditions françaises, c'est comme ça que c'est présenté. Le titre, c'est Iliade et Odyssée, il n'y a pas d'article. Donc, je sais pas si c'est pour ça que Pauline l'a pris comme ça. Je crois que c'est une familiarisation, l'article. L'Iliade et l'Odyssée, c'est la fameuse Iliade et la fameuse Odyssée. Oui, mais en réalité, c'est... Voilà, je crois que... C'est le nom de l'œuvre au départ. Exactement, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, voilà. Merci beaucoup, Yann, Isabelle, et puis bonne représentation ce soir et demain au Sorano. Merci beaucoup. Ouais. Allez, retour en direct sur le 94 de Campus FM. C'est Caramel Mou, mais oui, même sans Jo Kangourou. Je rappelle les infos concernant l'interview qu'on vient d'entendre. Odyssée ce soir à 20h au Sorano, sur les allées Jules Guest à Toulouse, bien sûr. Et demain à 19h pour l'intégrale Iliade et Odyssée. À venir ensuite dans la prog du Sorano du 13 au 15 décembre, ce sera des territoires 2 d'une prison l'autre de Baptiste Amann. Et le 20 décembre, cette guitare à une bouche de Rodolphe Burger, que je risque bien d'aller voir pour terminer cette année de programmation culturelle au Théâtre du Sorano, donc au Théâtre Sorano. Donc, on continue en musique et on reste dans cette question culture populaire ou culture savante. Attendez voir la dimension épique que ça va donner à votre apéro du vendredi soir. En l'absence de ce cher Jo Kangourou, comme on se mouche pas du coude, n'est-ce pas ? Je suis allée chercher du côté de l'Orchestre du Capitole, oui, rien que ça. Pour cette pause musicale, on fait même un focus sur son directeur, Tugan Sokiev, qui dirige 3 pièces ce vendredi soir, dont les danses symphoniques de Rachmaninov, qu'on va écouter de suite, qui sera aussi aux commandes du concert donné demain dans le cadre des Happy Hours de l'Orchestre du Capitole, parce que oui, l'orchestre donne des Happy Hours. Une série de concerts programmés à 18h et une sélection de pièces plutôt ouvertes, voire même très étonnantes. Ce samedi, par exemple, ce sera au cinéma. Les bandes originales du Parrain, de Psycho, de Vertigo et même d'Harry Potter ou de Pirates des Caraïbes, jouées dans le cadre prestigieux de la Halle au Grain, voilà qui devrait valoir le détour. Je parle au conditionnel puisque non, je ne verrai pas ce concert, vous non plus sans doute, puisqu'il affiche déjà complet, mais vous pourrez vous consoler avec les 3 prochains Happy Hours de l'Orchestre National du Capitole, dont le programme est à retrouver sur onct.toulouse.fr. C'est un peu ma spécialité d'annoncer des concerts auxquels on ne peut pas assister puisqu'ils sont déjà passés. Cette fois-ci, c'est pas le cas, mais c'est complet. On écoute quand même un extrait des danses symphoniques de Rachmaninov enregistré par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tugan Sokiev.
Rachmaninov sur Radio Campus, si vous saviez comme je suis fière d'annoncer ça. Rachmaninov, donc, qui sera joué ce soir sous la direction de Tugan Sokiev à la Halle au Grain. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. 18h31 sur Caramel Mou, Jean-Pierre Lérac, est-ce que vous avez l'esprit station? Attends, tout à fait. Vous venez nous parler du Quatuor Machaut. Hors antenne, on se disait que culture populaire ou culture savante, c'était parfaitement dans le thème. On est raccord total, là. Oui, non, mais qui, je pensais pas qu'il y avait une thématique, mais en fait, c'est parfait. On a une connexion, je pense, Jean-Pierre. Complètement. Donc, nous allons parler du Quatuor Machaut. On va parler. Donc, c'est un concert qui est dans le cadre de la saison bleue, qui sera jeudi 14, donc à l'espace Job. Alors, parce que je vous rappelle quand même la saison bleue. Alors, la saison bleue, on va expliquer ce que c'est. Donc, c'est vrai que vous savez que la salle bleue n'existe plus. Elle a été vendue à des promoteurs, il paraît. Ils vont faire quoi? Les promoteurs, à mon avis, c'est pour faire des appartements, j'imagine, des appartements de luxe vu le quartier. Donc voilà, donc la salle bleue a disparu et la saison continue. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais en fait finalement c'est pas trop mal parce que finalement il a Alain Lacroix a éparpillé les concerts en fonction des esthétiques, puisque les concerts de rock seront au Métronome, les concerts de classiques seront à Saint-Pierre-des-Cuisines et les concerts de jazz et de chansons seront à l'espace Job. Dans le cadre de cette prog qui s'appelle donc Saison Bleue. Voilà, donc c'est plus la salle bleue, c'est la saison bleue, puisqu'il n'y a plus de salle, voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de la saison de jazz, donc ça c'est un concert qui rentre dans le cadre de Jazz Migration. Je vais aussi expliquer ce que c'est que Jazz Migration, on en a déjà parlé à cette antenne, mais ça a été monté par le collectif AJC, c'est un réseau de festivals et de scènes de jazz, et donc ça consiste donc à repérer les jeunes groupes dans toute la France, et donc toutes les scènes de jazz comme ça proposent des groupes qui sont dans la région. Et il y en a encore beaucoup des scènes de jazz en France? Il y a beaucoup de, oui, c'est assez vivace, il y a beaucoup de festivals, beaucoup de scènes de jazz encore, oui, donc là le nombre de membres de la JC ne cesse d'augmenter, je crois qu'il y a 70 membres là dans ce réseau. Et donc ce dispositif permet justement justement à des groupes de pouvoir se faire connaître, quoi. L'émergence, voilà, c'est la question. Et donc chaque année ils proposent des groupes, et puis il y a un vote, et puis il sort 4 groupes par an comme ça qui après durant l'année sont programmés dans tous les festivals et scènes. Donc pour eux c'est quand même quelque chose d'assez. Donc Quatuor Machaut était le lauréat de 2016, donc ils ont écumé toutes les scènes en 2017.
Voilà, alors ce projet est un peu particulier, c'est un projet qui vient du collectif Tri-Collectif de Rouen, et ce sont vraiment des musiciens de jazz, et c'est à l'initiative de Quentin Biardeau, qui est un saxophoniste, et qui est un peu un saxophoniste tout-terrain, puisque je l'ai vu dans vraiment toutes sortes de musiques, et c'est des musiciens comme ça, les jeunes musiciens ils sont comme ça, ils sont aucune limite, et là il a eu l'idée justement de monter, de reprendre la messe de Guillaume de Machaut, qui est une messe qui date du Moyen-Âge. Donc c'est assez étonnant, puisque... Au saxo. Comment ? Voilà, justement, c'est une messe qui est composée pour des voix, c'est une messe chantée. Donc il a retranscrit ses compositions pour 4 saxophones. Et c'est un travail colossal, et c'est un travail sérieux, c'est vraiment, il a fait ça... bon, évidemment, comme ce sont des jazzmen, il y a vraiment la messe qui est jouée dans son normalement, quoi. Et il y a des parties improvisées. Ouais. Il y a évidemment des parties improvisées, mais le résultat est assez scotchant. C'est assez étonnant, et ils sont arrivés à quelque chose d'assez fantastique. Et alors, c'est vrai que j'en parle d'autant plus que nous avons eu la chance de les avoir au Festival de Luz l'année dernière. Et je dois dire, et ça c'est quelque chose d'assez étonnant ce qui s'est passé ce jour-là, parce que c'est pour la plupart des gens qui étaient au festival, je dis sincèrement, c'était le choc du festival. Et bon, c'est vrai qu'il y a le lieu qui a joué beaucoup, parce que... C'était une église ? Ben, en principe, ils jouent ça dans une église. On avait trouvé un lieu à Luz qui a cette chance d'avoir le hall des Thermes, qui est une salle magnifique, hein, de style de l'époque de Napoléon, avec une baie vitrée qui donne sur la montagne. En fait, ce lieu assez fantastique, qui a une réverbe incroyable. Et donc, ils ont su utiliser ce lieu à merveille. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment utilisé l'espace, la réverbe et tout. Ils ont joué au milieu des gens, ils ont joué. Et il se trouve que ça a été un moment magique, tout simplement. Les gens, ils étaient au bord des larmes. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'assez incroyable. Et donc, on m'en parle encore. Voilà. Alors, c'est vrai que Quatuor Machaut, je pense que tous les gens qui étaient à Luz sur ce concert, je pense vont venir voir ce concert, hein, parce que ça a vraiment marqué les gens. C'est quand ? Et donc c'est jeudi 14. Alors évidemment c'est à l'espace Job. Je vais pas. Je regrette que ça se fasse pas dans une église, voilà. Mais c'est un peu dommage. Mais la musique reste quand même. Un ensemble de saxophones, ça veut dire qu'il y a plusieurs saxos différents ? Il y a 4. Oui, les 4 saxes sont représentés. Le ténor, alto, soprano et baryton. Ça fait un peu penser à cette formation-là, à No Noise No Reduction, qui tourne en ce moment, où on retrouve aussi que des saxos. Tout à fait. Donc là, pour No Noise No Reduction, où il y a 2 saxophones basses et le saxophone baryton. Là, on est vraiment sur la basse. Et non, ça c'est vrai que les quarts de sax, dans l'histoire du jazz, il y en a eu beaucoup. Mais en fait, sur ce genre de projet, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Quatuor Machaut, on va écouter un extrait tout de suite. Qu'est-ce qu'on a choisi ? Tu t'en souviens ? Le Sanctus, je pense. Le Sanctus, c'est une messe. Hein. Et qui seront donc en concert à Job jeudi. Jeudi 14. Quatuor Machaut.
Quatuor Machaut, présenté par Jean-Pierre Lérac, c'était le coup de cœur de la semaine. Et puis l'actu, puisqu'ils seront en concert jeudi à l'Espace Job. On se disait qu'on a dû choisir un morceau un peu vite fait, puisque Jean-Pierre a oublié le CD dans sa veste en venant, et que c'était pas forcément le plus représentatif. Je ne regrette pas, parce qu'il y a une partie impro qui est magnifique, que je n'avais pas sur le morceau. Parfait. On passe à la dernière partie de cette émission avec une interview que nous a donnée Jean-François Bourdic des Fondeurs de Briques à l'occasion de la sortie d'une anthologie. Les Fondeurs de Briques, c'est une maison d'édition qui sort une anthologie du fanzine 19. Ça te dit quelque chose, Jean-Pierre ? Du tout. Du tout ? Il y aurait Jo Kangourou, il dirait oui, mais je suis désolé. On va écouter ça tout de suite et puis on en discute après. Empruntant son nom à une revue anarcho-pacifiste allemande des années 20, Les Fondeurs de Briques est une maison d'édition basée à Saint-Sulpice, dans le Tarn. C'est Jeff qui vient nous en parler. Jeff, bonjour. Bonjour. Comment ça a commencé, Les Fondeurs de Briques ? Ça a commencé dans les Bouches-du-Rhône il y a une douzaine d'années à peu près. Et voilà, et rapidement on a déménagé par ici et on a continué à faire des livres parce que maintenant on peut faire des livres un peu partout, quoi. Donc, comment tu définirais la ligne du catalogue des Fondeurs de Briques ? Plus qu'une ligne, en fait, je vois ça comme une sorte de liaison un peu indirecte souvent entre les textes. Il y a des collections, certes. Il y a une collection autour de textes sur le Mexique, par exemple. Il y a une collection qui est constituée d'un cycle romanesque de Max Aube, Le Labyrinthe Magique, de 6 tomes sur l'histoire de l'Espagne autour des années 20 et 30, et donc en particulier au moment de la guerre d'Espagne. Il y a une série instrumentale qui est peut-être celle pour laquelle on se voit aujourd'hui, qui est la collection sur la musique. On a inauguré il y a 5 ans environ avec le premier texte qui était un coup d'essai et un coup de maître, on peut dire, puisque c'était les Mémoires d'Alan Lomax, qui était un livre qui était sorti plus de 10 ans avant aux États-Unis, qui n'avait jamais été traduit en français. Beaucoup d'éditeurs avaient un peu reculé parce que ce sont presque 700 pages d'un ethnomusicologue, certes très, très célèbre aux États-Unis, mais encore un peu méconnu en France, même s'il a travaillé en Europe également à un certain moment. Et on a fait la rencontre avec un traducteur, Jacques Vassal, qui est un journaliste, écrivain, traducteur historique de la bande à rock and folk des années 70, etc. Et lui avait envie de traduire ce texte, nous on avait envie de le publier, et donc la rencontre s'est faite. On a réussi à monter le projet avec certaines difficultés de par l'ampleur du travail et des sommes en jeu, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'aide institutionnelle à ce moment-là. Et le livre, on l'a réimprimé pour la 4e ou 5e fois au début d'année. Donc on en est à plus de 5000 exemplaires de vente. Donc c'est vraiment un beau succès et on est content d'avoir fait ce livre-là, en particulier, qui a donc lancé la collection instrumentale autour de la musique. Vous sortez combien de livres par an environ ? Depuis quelques années, on est à deux titres par an, sachant que celui qui vient de sortir là est le 43e. Parmi les derniers, ceux qui sont sortis cette année ? Le premier qui est sorti au mois de mars, c'était le Serge Pey Flamenco, Les souliers de la Joselito, qui est une anthologie quasiment complète de ces textes autour du flamenco, constituée de certains textes qui avaient été écrits et publiés dans les années 90 à la suite de la mort de la Joselito, qui était une danseuse espagnole vivant à Toulouse, décédée à Toulouse, et pour laquelle il y a eu une cérémonie à Saint-Cernin, et Serge avait composé un poème qui a été dit à ce moment-là, et c'était le point de départ de plusieurs projets de sa part autour du flamenco. Et quand on s'est rencontrés, on avait déjà sorti un livre sur le flamenco, mais qui était plutôt une histoire sociale, d'un journaliste espagnol, Grimaldos, et donc par passion pour le flamenco, il m'a dit moi j'ai ces textes-là que j'aimerais bien ressortir, parce que c'était sorti à très peu d'exemplaires il y a une trentaine d'années, et il a rajouté des textes, il a refait des dessins, donc c'est véritablement une anthologie nouvelle et complète de ces écrits autour du flamenco qui ont été publiés en coédition avec Dernier Télégramme, qui est une maison d'édition de poésie contemporaine basée à Limoges, et on a obtenu, le livre a obtenu le prix Apollinaire cette année, il y a quelques semaines, qui est un des prestigieux prix de poésie en France. J'ai l'impression, en t'écoutant, qu'en fait vous fonctionnez au coup de cœur.
dans le choix des textes, des rencontres, On a un peu... en réfléchissant à ça, on est un peu comme des éditeurs Gonzo, quoi. Gonzo, c'était une vague de journalisme qui est née dans les années 50, 60, bon, qu'on a connu après avec Hunter Thompson. C'est des journalistes qui restent pas derrière leur bureau, qui vont vraiment sur le terrain. Voilà, c'est des journalistes, mais on peut l'appliquer à plein d'autres formes d'expression, hein. Ça peut être le cinéma, ça peut être C'est une très grande liberté, c'est un luxe aussi finalement. Voilà, on s'immerge dans c'est notre luxe à nous, effectivement, de pouvoir nous immerger, voilà, la collection sur le Mexique, c'est parce qu'on a passé pas mal de temps là-bas, qu'on parle espagnol, et voilà, il y a des liens qui naissent naturellement à partir de ça, quoi. Après avoir publié en mars 2016, 19 anthologie d'un fanzine rock, qui était une sélection d'articles parus dans le fanzine du même nom, 19 donc. Les Fondeurs de Briques publient aujourd'hui le tome 2 de cette anthologie. C'était prévu dès le départ qu'il y ait plusieurs tomes ? On y a pensé, ouais. Enfin, avec Antoine Madrigal, l'ancien rédac en chef de 19, qui était donc comme on a l'habitude de l'appeler, un fanzine toulousain et international, parce qu'il parlait de groupes anglo-saxons, suédois, espagnols, etc. On a effectivement, il avait fait une sélection d'articles qui ont été publiés l'année dernière, en se consacrant uniquement à la scène étrangère, on va dire, hormis un papier sur les Dogs, qui est un groupe français et aussi un des groupes fondateurs qui a donné son nom, qui a donné le nom au journal, qui est important dans l'histoire. Donc on s'est dit que si on fait quand même qu'un seul volume, il y aura quand même les Dogs dedans. Si des fois ça marche pas du tout, ou si on coule entre temps, ou je ne sais quoi. Mais voilà, l'idée était quand même de consacrer un tome particulier à la scène française, ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire là. Et dans le deuxième volume, on a mis un CD. Aussi, c'était plus simple d'avoir les droits pour les groupes français que les droits étrangers. Et ça donne un bon compagnon à la lecture des articles. Tu parlais d'Antoine Madrigal, donc, qui a été rédac chef de 19. C'est lui qui a fait cette sélection d'articles. Toi, en tant qu'éditeur, tu as été associé à ses choix ? Oui, alors sur le volume 1, il y a eu une sélection parce qu'il y avait beaucoup d'articles consacrés à beaucoup de groupes étrangers, donc on en a parlé, effectivement il y avait une sélection de base qui lui avait déjà constitué et qu'on a ajusté ensemble. Sur le deuxième volume, il n'y a pas eu de sélection puisqu'en fait c'est l'intégralité des articles consacrés à des groupes français qui sont publiés. Entre 82 et 88. Voilà, et avec une première partie avec des entretiens ou des papiers assez longs, et puis une deuxième partie avec des notices souvent, qui peuvent être assez courtes, d'une demi-page à une 2 pages, comme ça, mais pour parler d'un maximum de groupes. À noter aussi que Antoine Madrigal a remené des entretiens récemment avec des acteurs de l'époque, on va dire, qui s'occupaient de labels, de groupes, ou qui étaient journalistes, et il les a interviewés de nouveau. Ça fait un éclairage. Ça fait un éclairage actuel, contemporain sur cette scène-là, quoi. 19, à l'époque, ça avait une grande influence ? Ouais, je crois, ouais. Moi, je suis arrivé un tout petit peu après, parce que je suis un petit peu plus jeune que les fondateurs de 19. Mais effectivement, ce milieu des années 80 était assez riche, hein. Je disais qu'on était des éditeurs Gonzo, parce que cette scène-là, moi, je l'ai vécue en tant que Parisien, à partir du milieu des années 80, parce que j'habitais en région parisienne. Et voilà, il y a beaucoup de groupes que j'ai vus, dont j'ai les disques. Il y a toute une partie aussi d'affiches de concerts qu'on expose en ce moment chez Ex Vinilo, qui sont des affiches des années 80-90 faites par des dessinateurs vraiment chouettes. Ça participe aussi à ce mouvement un peu global d'expression qui a eu lieu dans les années 80 avec beaucoup d'espoir et certes peut-être des déceptions aujourd'hui, mais bon, il y a eu ce mouvement quand même qui a existé pendant quelques années, qui était vraiment intéressant. Le fait que ce fanzine a existé permet 30 ans plus tard de garder une trace de ces productions qui ont été, pour certaines, très peu médiatisées. Et finalement, ça donne presque le portrait d'une époque. Oui, en creux, ou en noir, ou en blanc, ça dépend comment on le prend. Mais effectivement, comme c'est la plupart de beaucoup de groupes n'étaient pas présents dans les médias nationaux, il faut se rappeler qu'à l'époque, la presse rock nationale, c'était Best et Rock and Folk, point barre, dans les années 80. Donc après, il y a eu d'autres magazines qui sont arrivés, mais c'était essentiellement ça. Et donc, les groupes dont ne parlaient pas ces gros médias, parce
qui se consacraient beaucoup aux groupes étrangers les plus connus, ils étaient défendus par les fanzines. Et effectivement, je pense que c'est à la fois un aspect historique, parce qu'il y avait aussi des articles historiques, ce qu'on a montré dans le volume 1 avec des racines, puisque cette musique qui s'exprime là, elle naît bien du mouvement des années 50, le rock'n'roll, la pop, le psyché, etc., des années 60 ensuite. Et après, il y a le fait que de constituer des anthologies sous cette forme livre, ça donne une autre approche des articles que simplement, les articles on peut les retrouver sur internet dans des PDF de plus ou moins bonne qualité, dans la mise en page d'origine, qui était un peu tassée avec On voit les maquettes faites au ciseau avec. Ouais, même si effectivement, comme tu l'as souligné, 19 était reconnu pour sa qualité, parce qu'ils avaient des copains d'imprimeurs et ils pouvaient avoir des flashages de photos et puis des compositions que des fanzines de base entre guillemets, enfin des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent pouvaient pas se payer. Et donc effectivement il y avait un aspect qui était bien, mais sous forme de livres. Et puis la sélection aussi, et puis la présentation, c'est comme effectivement marquer une petite pierre de cette histoire qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. Ouais. On va écouter un des extraits des titres qui sont sur le CD qui est joint avec le livre. Bon, ce qu'il y a de bien avec les Tugs qu'on va peut-être écouter, c'est que c'est vraiment le groupe qui a quasiment le seul groupe qui a synthétisé la passion à la fois des amateurs de rock et des amateurs de punk, quoi. On est vraiment la rencontre de deux publics, et ce qui est évoqué d'ailleurs au fil des pages du livre, c'est qu'effectivement il y a cette conjonction d'énergie qui n'a pas toujours eu lieu entre ceux qui aimaient plutôt le rock'n'roll et ceux qui aimaient plutôt le punk, voire le rock festif ou les choses comme ça, tendant plus vers le reggae peut-être. Et ça a pu avoir lieu très peu de temps, et les Tugs c'est vraiment le groupe symbole de ça, quoi. Avant de se quitter et avant d'écouter donc le premier extrait de cet album, les prochaines actus pour les fondeurs de briques, c'est quoi ? On a 3 projets sur le feu. Là, il y a un texte de Marc Sastre qui avait déjà publié chez nous un bouquin autour de Jeffrey Lee Pierce, le chanteur du Gun Club, donc dans la collection musique, puis d'autres textes chez d'autres éditeurs de poésie. Marc Sastre, qu'on connaît aussi pour L'Homme percé. L'Homme percé, exactement, oui. Ensuite, on réédite un livre de Woody Guthrie, donc le folk, chanteur folk américain, militant bien connu. C'est un recueil de textes qui était déjà sorti dans les années 76 ou 17, qui s'appelle « Cette machine tue les fascistes ». C'est ce qui était écrit sur sa guitare. Et enfin, on sort un livre autour de Camarón de la Isla, le chanteur de flamenco. Jeff, j'ai l'impression que tu publies les livres que tu aimerais lire. Oui, voilà, ça commence comme ça, et puis on se prend au jeu. Pour suivre les infos, les actus des fondeurs de briques, il y a un site. Il y a un site qui est basique, mais envoyez-nous un petit mail et on fait des lettres d'infos quand on sort des livres, donc 2-3 fois par an, ou quand on fait des événements ou des présentations de livres. Tout de suite, on écoute donc les Tugs, Femme Fatale. Merci, à bientôt. À bientôt. Shut
Les Fondeurs de Briques, c'était donc une interview de cette maison d'édition à Saint-Sulpice, dont toutes les actus sont à retrouver sur leur site. Une interview en partenariat avec Radio Octopus. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Pour rester parfaitement fidèle aux décennies de tradition instaurées par l'illustre Kangourou, c'est avec l'agenda que se conclut cette émission. Au taquin ce soir, Étienne Manchon. Jean-Pierre, Étienne Manchon en trio. Le jazz, c'est assez sage mais brillant. Dans le cadre de La Poésie, c'est le pied, Jacques Bonafé lit Serge Paye, vol fraternel, littéraire et poétique à 19h30 ce soir à la Cave Poésie et demain samedi à 20h30. À la Cave Po, toujours carte blanche à l'ISDAT, Institut supérieur des arts de Toulouse, harpe, lecture et chant au programme pour un hommage à Baudelaire. Au bijou, comme hier, ce soir c'est la chanson de Bonbon Vaudou, guitare, ukulélé, carom. C'est un projet entre la Réunion et la métropole porté par Oriane Lacaille, fille de devinez qui, et de Jérém. Et puis au pavillon sauvage, Massico et Baron Vincez. Oui, c'est une soirée organisée par le Yuka. J'en profite pour faire une petite, adresser un petit message au petit Anatole, le fils du Yuka qui vient de naître là dans un taxi. Donc un petit bonjour à Anatole et ses parents. Voilà. La semaine prochaine, à ces micros, vous retrouverez le taulier des lieux. C'était un véritable plaisir pour moi de tenir cette heure d'antenne sur Campus FM avec Jérôme à la technique. Merci Jérôme. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec Wifong. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fête, bonne fondue, bonne raclette. Salut. Caramel.